Nous allons donc regarder ensemble ce documentaire produit par Public Sénat, un documentaire sur les maires, c'est Sentinelles de la République, documentaire sur l'engagement, sur le bilan d'une mandature. Nous allons voir 4 maires, ils représentent différentes tailles de communes, ont différents parcours, mais ont dû faire face aux mêmes problématiques. Public Sénat présente C'est vous la France, diffusé lors du 102e congrès des maires et des présidents d'intercommunalités de France. Je crois sincèrement que c'est la plus belle fonction, être mère. Moi, en plus, j'ai la chance d'être mère et mère. J'ai ce côté assez maternant, en même temps, et mes coups de gueule, parce que j'en fais quand même beaucoup, j'ai un sacré caractère. J'ai exercé plusieurs mandats, effectivement, avant d'être maire. Je suis passé au gouvernement et j'ai été député 10 ans. Et le rapport que les habitants ont avec moi, depuis que je suis maire, n'est évidemment pas le même que celui qu'ils pouvaient avoir quand j'exerçais d'autres fonctions. J'écoute l'habitant dans ses demandes, dans sa relation comme je l'écoutais en tant que médecin. Mais j'ai une capacité aussi du coup, parce que j'ai appris à faire un diagnostic et du coup à envisager un traitement. Le diagnostic, c'est la succession de ce que vivent les habitants et le traitement, c'est un traitement global. Je suis né ici et je trouve que dans une vie, s'engager sur un délai déterminé pour sa ville, c'est un bel engagement. Éric Ménassi, Catherine Arnoux, Laurent Hénard, Sophie Gergovitch. 2 hommes et 2 femmes séparés par leur parcours politique, par leur âge, par leur milieu. Chacun d'eux est maire de commune que tout semblerait vouloir opposer. Une métropole, une ville de banlieue, une ville moyenne et un petit village. À quelques mois des élections municipales, nous avons voulu leur donner la parole, revenir avec eux sur les grands événements qui, depuis 2014, ont marqué leur mandat. À travers leurs yeux d'élus de terrain, ils réagissent à une actualité qui les a mis à l'épreuve. Par moments, ils s'opposent ou se retrouvent, tous habités par un même sens de l'engagement. Mars 2014, le début de la mandature municipale. À peine élus, les maires reçoivent un premier coup de massue. L'État baisse les dotations au budget des collectivités territoriales et dans le même temps leur transfère de nouvelles compétences. En un mot, les maires doivent faire plus, avec moins. 11 milliards d'euros de dépenses en moins. Les collectivités locales, elles, devront se serrer la ceinture. Les communes sont appelées à fonctionner avec 30% de ressources en moins. En fait, je ne vais pas réaliser tout de suite. J'arrive. Donc j'arrive, 2014, on nous annonce ça dans la presse, dans les médias, ok, bon, mais moi je suis plutôt du genre à me dire, ok, on attend de voir, on va bien voir ce qui va se passer, parce qu'évidemment quand ce sont des chiffres généraux, on ne sait pas ce qui va se passer pour nous précisément. Moi je découvrais, donc du coup oui, bien sûr, on s'est rendu compte que les dotations avaient baissé, certes, colère, ça c'est sûr qu'il y a de la colère qui passe d'abord. C'est tombé juste après la fin d'une campagne municipale. Donc, c'est tombé après un certain nombre de promesses qui n'étaient pas que des promesses en l'air, qui étaient l'envie de faire avec ce qu'on savait qu'on avait comme dotation pour les 6 ans à venir. Ça bouscule quand même un élu, de savoir qu'il a fait des promesses qu'il ne pourra pas tenir, alors que ça n'était pas dans son idée première de ne pas tenir ses promesses. Sur le plan du travail du maire, c'est une difficulté de plus. Voilà. Il y en a déjà beaucoup qu'il faut surmonter et transformer en opportunité. Après, sur un plan moral, je continue à penser que c'est inacceptable. Voilà, je continue à penser que c'est inacceptable. D'abord parce que François Hollande avait promis le contraire.
Voilà, son engagement 54, c'était je garantirai les dotations aux collectivités locales. On peut tous pérorer pendant des heures sur la montée du Rassemblement national, la poussée des extrémismes, la violence dans la société, la défiance envers les élus et ceux qui sont dépositaires de l'autorité. À partir du moment où le président de la République oublie ouvertement un de ses engagements écrits, je veux dire, ça fait du mal à tout le monde, c'est dévastateur. 7 janvier 2015. Moins d'un an après l'élection municipale, la nation dans son ensemble est frappée par les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacher. Et puis, le 13 novembre, le Bataclan, les terrasses, le Stade de France, la capitale et ses symboles touchés au cœur. Quelques jours après les attentats, lors d'un rassemblement exceptionnel des maires de France au Palais des Congrès de Paris, Anne Hidalgo exprime l'émotion d'une ville meurtrie par les attentats. Solidaires, les maires venus de tout le pays portent leur écharpe tricolore en étendard de la République. Le Paris qui a été frappé est notre Paris à tous. Il souffre, mais il est debout. Il regarde droit devant lui. Il est en vie et il vivra. Vive la République, vive la France, vive les communes de France, vive Paris et Saint-Denis. Dans chacune de leurs villes, les maires font face à la stupeur de leurs administrés, mais aussi à leurs propres sentiments. C'est éminemment humain, c'est éminemment intense et c'est très compliqué. Donc là, on fait avec ce qu'on est vraiment. Avec ses qualités, ses défauts, sa sensibilité. Voilà, parfois, j'avais pas envie de parler, et puis je l'ai fait parce qu'on m'a dit qu'il fallait le faire, et puis après l'avoir fait, j'ai compris que c'était bien de l'avoir fait, parce que plein de gens étaient heureux qu'il y ait une parole, non pas de Laurent Hénart, je pense que ça, c'est pas... mais qu'il y ait une parole de la ville, et c'est le maire qui l'a fait, forcément, nécessairement. Immédiatement, on organise... quelque chose qui montre quand même qu'on est absolument solidaire d'un peuple qui a le droit d'exister, une liberté de penser, une liberté de parler, une liberté d'écrire, une liberté de dessiner, enfin voilà. On le met en place ici, comme dans beaucoup de villes, et ça se fait assez naturellement. Mais en quelques jours, et là c'est devenu vite insupportable pour nous élus, comme pour un certain nombre d'habitants, on fait une collusion entre banlieue, la banlieue et le terrorisme. Et on donne très vite le sentiment que nous sommes le creuset du terrorisme. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu. Alors au départ, on se dit, on a peut-être un mot à dire, une explication à donner, mais pas seulement ça, un travail, des choses à expliquer, mais on a très vite été associé à la banlieue, c'est le creuset du terrorisme, et ça a été vite insupportable. Vous apprenez ces nouvelles avec effroi, avec beaucoup d'émotion, mais avec l'éloignement géographique qui sépare la ville de Trèbes de Paris, et avec le sentiment diffus et faux que ça ne pouvait arriver que dans des grandes métropoles, ailleurs, pas dans le monde rural. Ils étaient 100 000, venus voir le feu d'artifice sur la promenade des Anglais. En quelques secondes, la ville est gagnée par la panique et le chaos. Une déferlante s'abat sur tout le territoire. Magnanville au printemps 2016, Nice le 14 juillet, Saint-Étienne-du-Rouvray quelques jours après. Et puis, à son tour, Éric Ménassi est touché directement. Le 23 mars 2018, Radouane Lagdim achève son parcours meurtrier dans un supermarché de Trèbes. La gérante est l'épouse du maire. Lors de la prise d'otage, elle se trouvait à l'intérieur du magasin. Très vite, moi, l'information qui m'est donnée, c'est qu'il y a un terroriste dans le magasin. Donc, très vite, vous êtes confronté à une réalité. Il n'y a pas eu un seul moment où il y a eu un doute sur la nature de l'action qui était menée dans le magasin. On savait très vite que ce n'était pas un braquage, que ce n'était pas une autre tentative, mais que c'était bien un acte terroriste. En tant que maire, on se dit quoi? Plusieurs sentiments vous transpercent. La peur, bien sûr. Le sentiment que vous avez presque l'obligation de garder une forme de lucidité, parce que pour être utile, il faut être lucide.
Et le danger eût été de perdre cette lucidité par une émotion trop forte. Quand vous savez que vous avez de la famille à l'intérieur du magasin, quand vous savez qu'il y a des amis, quand vous savez qu'il y a... on apprend très tôt qu'il y a potentiellement des victimes, c'est terrible. Vous avez l'événement en tant que tel, vous avez l'adrénaline qui suit avec toute cette gestion de la crise, et puis il y a l'après. L'après, vous le gérez avec votre personnalité, avec les élus qui vous entourent, avec les Trébéens qui sont là, et vous le gérez comme vous pouvez. Faire face parce que d'autres problèmes frappent à la porte, et notamment les problèmes de toute une planète, l'environnement, le réchauffement climatique. À l'automne 2015, à Paris, les dirigeants du monde entier se retrouvent à son chevet pour la COP21. Décembre 2015, Paris, capitale du monde, accueille la COP21. Plus de 150 chefs d'État et de gouvernement sont réunis pour obtenir un accord historique sur le climat. Il s'agit de décider ici, à Paris, de l'avenir même de la planète. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Ça, c'était un grand moment. Moi, quand ils ont signé, je me suis dit, ça y est, on arrive à un accord. Enfin, il y a une prise de conscience. On va pouvoir modifier les choses et puis renverser la tendance. Et puis, on voit qu'au fur et à mesure, ça s'effrite. Je suis assez pessimiste. À Nancy, ce n'est pas la COP21 qui nous a fait réagir. C'est plutôt le fait qu'un an ou deux après, on s'aperçoive que des accords de Paris, rien n'était tenu. Et c'est là où je me suis dit... Bon, d'accord, c'est mondial, quoi. Mais enfin, si chacun estime que, comme c'est mondial, c'est chez le voisin, ça va quand même pas beaucoup avancer. Donc, on a lancé une année consacrée à la transition écologique avec l'université. On a pris au moins les objectifs des accords de Paris, au moins. Et puis, sur beaucoup d'objectifs, on s'est dit, mais est-ce qu'on peut pas aller plus loin? Si on apprend à moins dépenser d'eau, dépenser plus intelligemment dans le chauffage, travailler sur les économies d'énergie, l'habitant, il y gagne déjà en ressources mensuelles, en non-dépenses, donc en qualité de vie. Et les habitants, ils ont mis du temps à être prêts, mais ils sont prêts. Dès lors, la mondialisation et les accords commerciaux entre les continents deviennent les symboles de cette activité humaine qui corrompt la planète, avec déjà des impacts sur les paysages des territoires et sur l'agriculture. Les dirigeants des puissances mondiales négocient des règles de libre-échange comme le TAFTA ou le CETA. Sur le terrain, les élus, eux, s'y opposent souvent avec leurs moyens. On s'était déclaré déjà en juillet 2015 commune hors TAFTA, c'était certes symbolique, mais c'était aussi pour alerter, nous, toutes petites communes du sud-ouest de la France, dans le Lot-et-Garonne, de dire, nous, TAFTA, on n'en veut pas parce que ça nous fait peur. Ça nous fait peur, ça nous fait peur parce que ça nous fait peur pour nos agriculteurs locaux, ça nous fait peur de signer des accords mondiaux comme ça, où on va faire venir des produits par avion qui coûtent des fortunes, alors que c'est des choses qu'on peut produire localement. Voilà, c'était aussi cette alerte-là. Je veux dire par là que oui, on a du pouvoir, mais qui a le plus grand pouvoir au niveau de la consommation? C'est nous, tous. C'est qu'est-ce que j'achète, comment je l'achète, où je l'achète. Voilà, je pense que chacun a sa part de responsabilité, en effet, dans ces enjeux climatiques. 5 septembre 2017, l'ouragan Irma est requalifié en supercyclone et touche les territoires d'outre-mer, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Désormais, le réchauffement climatique n'est plus une menace lointaine, il s'incarne très concrètement sur le sol français. Des territoires jusque-là épargnés deviennent désormais des zones à risque. C'est le cas à Trèbes. C'est lorsque vous êtes confronté à des drames météo comme nous l'avons subi, vous vous dites que la notion de dérèglement climatique, nous y sommes vraiment. Il a plu l'équivalent de 5 mois de précipitations. Partout des murs effondrés. À Trèbes, l'eau est montée jusqu'à 7 mètres. Une crue inédite dans le village, de plus près de 130 ans. Les quais et les rues ont totalement disparu. Il y a les pertes humaines, où il y a 6 victimes sur notre ville, mais il y a des familles qui ont perdu la construction d'une vie, des souvenirs.
La proximité, c'est le meilleur des outils. Faire en sorte de les solliciter, de leur dire que nous sommes là, leur apporter une aide administrative, leur apporter une aide technique, bien souvent. L'écologie n'est plus un parti uniquement. Aujourd'hui, l'écologie, c'est une nécessité absolue pour notre planète, et quel que soit le niveau auquel vous œuvrez, vous devez en tenir compte. Si l'écologie, elle écarte une partie des habitants, celle qui a les plus petits salaires, qui a fait le moins d'études, qui a la vie la plus dure, évidemment que ça va péter. Mais ce n'est pas encore du côté de l'effort écologique que l'opinion craque. Les fermetures d'hôpitaux, des postes, des écoles, sur tout le territoire, les habitants ont le sentiment que les services publics à l'échelle locale deviennent la variable d'ajustement des économies budgétaires de l'État. Après des mois de mobilisation, 95 services d'urgence sont actuellement en grève. Il semblerait qu'une petite école, c'est un luxe qui ne correspondrait plus aux services publics modernes du XXIe siècle. On peut les sortir, les banderolets, ça servira à rien. Moi, j'ai toujours dit ça. Ça va nous faire perdre de l'énergie, mais eux, ils vont pas nous dire « Ok, vous avez raison, vous avez fait pression, on vous maintient la classe. » On n'a rien à faire. Les chiffres, c'est les chiffres. Ça, c'est révoltant. C'est révoltant. L'école. Vous vous rendez compte, l'école. Mais c'est toute l'institution de notre République, ça, c'est toute une institution. L'école de la République. Et on ferme les écoles. Et on les ferme en plus principalement dans les zones rurales. Non, mais où va-t-on? Où va-t-on? Alors qu'on n'aille pas m'expliquer que vous, les maires, on vous a entendu. Non, on ne nous a pas entendu. Parce que moi, quand j'entends que dans nos petits villages, on est en train de fermer les écoles, parce que sur les effectifs, il va manquer 1 ou 2, hein, c'est du foutage de gueule. Chaque enfant a droit à avoir une instruction de proximité. Il y a une vraie similitude entre le maire qui se bat pour garder sa classe que le maire de banlieue qui se bat, alors qu'on a énormément de classes qui s'ouvrent, qui se bat pour la qualité de l'enseignement. On ne peut pas imaginer de regarder nos enfants soit s'en aller pour les territoires ruraux, parce que les enfants s'en vont, soit ne pas réussir, parce qu'en fait, ce sont les adultes de demain. Dans son village, Sophie Gergovitch s'est battue pour sauver l'école. Elle a même ouvert la première école publique de France qui pratique la méthode Montessori. Ce ne fut pas simple, mais on a réussi. Et on a réussi parce qu'on a tous été unis, que ce soit les enseignantes, les parents, les habitants. Et en fait, on a tous cru en ce projet-là pour le bien de l'enfant. On savait très bien que 2018, on risquait de perdre une classe. Et finalement, vous voyez, le destin des fois est bien fait. 2018, on a ouvert une classe. Et maintenant, on se retrouve donc avec cette 4e classe et de nombreuses familles qui sont venues s'installer sur la commune. Les territoires dans la mondialisation et les territoires qui se sentent relégués par elle, cette différence, elle n'a pas cessé de se creuser. Et la seule solution pour recoudre cette plaie, pour refermer cette fracture, c'est de donner plus de pouvoir aux acteurs locaux pour qu'ils trouvent les solutions adaptées. L'échec de la réduction de la fracture territoriale, en fait, c'est les limites d'un système centralisé. Novembre 2018. Les décisions du système centralisé entraînent une contestation populaire. Sur les ronds-points, une couleur et un vêtement deviennent un symbole de la colère. C'est le point de départ du mouvement des Gilets jaunes. Beaucoup de Français pouvaient se dire que la République les avait oubliés, que le système qui avait été bâti en France n'était pas fait pour eux, quoi. J'aurais pu dire, vous savez, dans les Gilets jaunes, très peu finalement habitent Nancy, beaucoup viennent des communes autour de Nancy. Oui, d'accord, mais ils viennent à Nancy, donc ça veut dire qu'il y a quand même un lien. Alors il n'est pas forcément heureux, il n'est pas forcément complètement apaisé, mais ça veut dire qu'il y a quand même un lien, quelque chose qui se fait autour de Nancy, qui finalement se passe à Nancy. Semaine après semaine, le mouvement s'étend et se radicalise. La fracture territoriale, dénoncée depuis des mois, voire des années par les maires, devient visible. Elle s'incarne samedi après samedi. La violence qui est allée crescendo et la façon dont les forces de l'ordre ont été traitées, avec ce que nous avons vécu à Trèbes, était pour moi insupportable. Moi, j'invite toutes celles et ceux qui ont une voix à porter, qui ont des idées à porter, de pouvoir débattre avec l'ensemble des 36 000 maires de France et de leur expliquer, de leur donner leur point de vue.
Et si jamais ces points de vue divergent ou sont complémentaires, pourquoi pas se présenter à des élections intermédiaires? Devant la colère populaire, depuis Paris, le président organise une tournée dans les territoires. Le grand débat est lancé. Le face-à-face du président avec les élus locaux a bien eu lieu. Emmanuel Macron les invitant à jouer carte sur table. Ce que je souhaite, c'est que vous puissiez vous exprimer de la manière la plus directe et me la faire entendre de la manière la plus directe. Donc j'ai tout mon temps. Et puisqu'on leur donne la parole, les élus ont raconté une France en piteux état. Ce que je vais vous parler, c'est du fond du cœur. Je crois que la France est gravement malade. Ça me met en colère parce qu'ils font des discours lisses, bien travaillés, la bonne prose, les bons éléments de langage, une com mais au top. Les habitants, ils sont pragmatiques et ils ont raison de l'être. Ils veulent débattre lorsqu'ils sont sûrs d'être écoutés, ils sont sûrs que leurs propos influencent la politique à venir. Ce grand débat éthéré, artificiel, sur des sujets qui n'étaient pas les leurs, ça ne les a pas mobilisés. Ça veut bien dire une chose, c'est que ce n'était pas leur sujet. Je pense que si les élus croient qu'on peut continuer avec la démocratie représentative seulement, comme ça a toujours été depuis la Révolution, comme si de rien n'était, je pense qu'ils se foutent le doigt dans l'œil jusqu'au coude, quoi. La défiance de nos concitoyens, elle est immense. Alors il ne faut pas seulement le constater, il faut y remédier. Les maires sont au cœur de ce divorce entre l'opinion et les élites. Ils subissent simultanément les décisions de l'État et les critiques des populations. Symbole des institutions à hauteur d'homme, les maires sont pris à partie. En 2018, 361 élus ou adjoints sont victimes de violences. J'ai été agressée physiquement le 26 août. Alors je n'ai pas médiatisé. Donc j'étais dans le cadre de ma fonction pour donc exercer mon pouvoir de police suite à un aménagement dangereux sur une voie publique. La fonction de maire, elle est attaquée, donc on est attaqué. Non pas parce que je suis Catherine, mais je suis attaquée parce que je suis le maire et qu'à un moment donné, je prends des décisions. Dire qu'on est toujours imperméable à la violence des propos ou à la violence des actes, non, on n'est pas complètement imperméable. Hein. Quand on traite une femme mère avec des injures de ce genre, et qu'on l'accepte, on l'accepte pour toutes les petites filles qui veulent avoir un avenir, on l'accepte pour toutes les femmes qui veulent avoir un rôle, et donc on contribue à ce que ça ne s'arrête pas. Donc il faut à chaque fois trouver ça insupportable et lutter contre. Je souhaite par ailleurs que soit engagée, avec vous, la réflexion indispensable sur le statut de l'élu local pour apporter des réponses concrètes à vos questionnements légitimes sur la responsabilité pénale, sur les protections qui doivent être associées à vos mandats particulièrement exposés. Pour endiguer la crise, le président prévoit de nouvelles protections pour les maires. Mais pris dans l'étau, certains menacent déjà de démissionner. Il jette l'éponge et abandonne son écharpe de maire. 17 ans pourtant qu'il l'a portée à Sevran. 50 000 habitants et l'une des communes les plus pauvres de Seine-Saint-Denis. Pourtant, il s'est longtemps battu. En 2012, il avait même entamé une grève de la faim pour demander plus de dotations pour les villes pauvres comme la sienne. Moi, je comprends qu'il y ait un certain nombre de maires qui arrêtent, mais c'est sans doute parce que ça va être un peu violent en 2020, le nombre de maires qui vont arrêter, qu'on va se reposer la question à la fois du statut de l'élu, comment l'État peut contribuer à accompagner, à sécuriser ceux qui sont ses représentants. Je peux comprendre ce fait-là, notamment dans des maires de petites communes. Parce que la réalité n'est pas la même. Les moyens sont dérisoires. Le budget est petit, il n'y a pas d'agents. Donc on est plus en situation de bénévole associatif qu'en situation d'élu qui pilote une collectivité, quoi. C'est très facile de tout critiquer, hein, de critiquer parce que les élus font tout mal, les élus s'en mettent plein les poches, les élus ci, les élus cela. Mais allez voir ce que font les élus. Prenez leur place. Donc quel est le meilleur moyen, en fait, de s'investir, c'est d'infiltrer le système. Et je pense que quelque part, j'aime bien infiltrer un système pour comprendre comment il fonctionne. Et à ce moment-là, essayer d'en changer quelques petites choses quand on peut, à notre niveau. Je n'ai pas la prétention de dire on peut tout changer, on ne peut pas tout changer. Mais au moins, nous, ici à Blanquefort, on a essayé de changer quelques petites choses et on voit que ça fonctionne. Alors pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner à plus grande échelle? Faire changer sa commune pour faire changer tout un pays. Les maires que nous avons rencontrés restent optimistes. Éric Ménassi, comme Catherine Arnoux et Laurent Hénard, eux, ont fait le choix de se présenter à nouveau devant les électeurs lors de l'élection de mars 2020.
De son côté, Sophie Gargovic réfléchit encore. Je ne ferme pas la porte parce qu'en fait, égoïstement, j'aurais fermé la porte. Égoïstement, j'aurais repris ma vie, faire ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire, travailler et m'occuper peut-être plus de ma famille aussi. Ça serait le côté égoïste. Et puis après, je pense que la plupart des gens, quand ils s'engagent et qu'on leur met devant le nez, ben en fait, voilà, t'as fait tout ça, maintenant tu pars, et si tu pars, on ne sait pas si ça va pouvoir être maintenu, parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir y mettre la même énergie. Est-ce que tu es prête à tout voir tomber, quoi? Parce combien de temps fou avant de monter des projets? Et au moment où on en voit le bout du début, parce que c'est ça en fait, ben on a envie de les accompagner. Comme un enfant, hein, on a envie, pas seulement d'attendre qu'il marche, de l'aider à marcher, puis après de le voir prendre son vélo. Eh ben, c'est un peu ça, hein. Il y a des projets qui ont besoin d'être accompagnés. En tout cas, moi, j'ai besoin de les accompagner. C'est un vrai sacerdoce, l'investissement d'élu local. C'est à la fois difficile, usant, mais tellement enrichissant. On change après 6 années aussi éprouvantes. On acquiert à la fois une forme d'expérience, le recul nécessaire pour appréhender au mieux des événements terribles, mais on devient plus fort, j'en suis sûr. On n'est pas tout seul à avancer avec le flambeau et à apporter la lumière. On est plutôt là, je pense, pour rassembler toutes les idées, rassembler les énergies, faire en sorte que... C'est la force du local, en fait. Les gens sont prêts à faire beaucoup de choses pour leur ville. Je suis sûre que si le pessimisme est contagieux, l'optimisme l'est encore plus. Parce que, à un moment donné, au fond de chaque être humain, on a envie que la petite flamme se réallume. Et donc, si on crie haut et fort qu'on va y arriver, je suis sûre qu'il y aura des gens qui croiront qu'on va y arriver et du coup qui porteront ce message. Et la succession et l'envie sera portée par d'autres. Après, je sais pas. De toute façon, moi, je suis maire de Blanquefort-sur-Briollens. J'aime ma commune. Hein, et je suis pas là pour donner des leçons. Ils feront ce qu'ils voudront, avec ou sans moi. En tout cas, nous, on continue parce que le terrain, c'est la vérité. OK? Donc voilà, on fait ça. Catherine, Éric, Laurent et Sophie témoignent depuis leur coin de France. Pourtant, un point commun unit ces 4 élus aux 36 000 maires de France. Chacun, depuis sa commune, partage un même attachement aux valeurs fondatrices de la nation. Chacun, dans sa mairie, se fait courroie de transmission de ses principes. Ces gardiens veillent tous à porter un projet collectif. Ils sont les sentinelles de la République. C'était C'est vous la France, présenté par Public Sénat, diffusé lors du 102e congrès des maires et des présidents d'intercommunalités de France. Et nous nous retrouvons au Congrès des maires et en direct sur Public Sénat. Nous venons de voir ce film, Les Sentinelles de la République, un film réalisé par Aurélie Darblade pour Public Sénat. Des maires engagés, des maires qui s'interrogent aussi sur leur engagement et un mandat 2014-2020 pendant lequel tant de choses ont changé. De la baisse des dotations à la suppression de la taxe d'habitation, le dérèglement climatique avec ses conséquences sur nos territoires, inondations, sécheresse et l'urgence d'agir, aussi le choc du terrorisme, les violences urbaines et la crise de la démocratie. Alors des citoyens qui attendent tout de leur maire et puis qui n'ont pas toujours confiance dans les institutions, des maires engagés face aux mutations sociales, économiques, environnementales, culturelles, répondre aux enjeux et aux attentes des citoyens, engagés pour qui, engagés pour quoi. Et pour en parler avec vous, François Baroin, en conclusion de ce 102e congrès des maires, à 4 mois des prochaines élections municipales, nous avons réuni des maires
pour parler de leur engagement et des raisons de cet engagement. Et 5 maires que nous allons tout de suite vous présenter. Marie-France Beaufils, bonjour. Vous êtes maire communiste de Saint-Pierre-des-Corps, c'est en Indre-et-Loire. Vous êtes conseillère municipale depuis 1971. Vous êtes maire depuis 1983 et vous n'êtes plus beaucoup dans ce cas, comme le rappelait André Léniel mardi. Et vous avez décidé de ne pas vous représenter en mars prochain. Sophie Charles, bonjour. Vous êtes maire de Saint-Laurent-du-Maroni, c'est en Guyane. Vous êtes conseillère municipale depuis 2001. Vous êtes maire depuis peu, depuis septembre 2018. Vous avez succédé à Léon Bertrand et vous êtes la première maire femme de Saint-Laurent-du-Maroni, on le précise. Mohamed Niabali, bonjour. Vous êtes maire de l'île Saint-Denis, c'est en Seine-Saint-Denis. Vous êtes aussi un jeune maire, et par l'âge et par la durée de mandat, puisque vous êtes maire depuis 2016. Vous avez pris la tête de votre ville suite à la démission de Michel Bourguin pour raison de santé. Pierre-Yves Marolleau, bonjour. Vous êtes vous aussi conseiller municipal depuis 2001. Vous êtes maire depuis 2014, maire de Mauléon, c'est dans les Deux-Sèvres. Et vous avez déjà annoncé que vous serez candidat en mars prochain. Et puis enfin, Constance de Pellichy, bonjour. Merci d'être avec nous, maire de La Ferté-Saint-Aubin. C'est dans le Loiret. Élu aussi en 2014, plus jeune maire du Loiret. Vous êtes vous aussi candidate en mars prochain et vous faites partie de la direction des Républicains au poste de secrétaire général adjoint délégué. Voilà pour nos 5 maires et avec nous aussi des témoins, un écrivain, un philosophe, un politologue, André Comte-Sponville. Bonjour, merci d'être avec nous. Martial Foucault, merci également d'être avec nous, directeur du CEVIPOF. Et puis Éric Orsena sera avec nous en vidéo, vous le verrez tout à l'heure. Merci Oriane. Alors Martial Foucault, vous êtes le directeur du CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po, et vous réalisez régulièrement des études dans le cadre de l'Observatoire de la démocratie de proximité AMF Sciences Po CEVIPOF. On a entendu dans le film 4 maires qui nous parlaient de l'évolution de leurs responsabilités au cours du mandat qui s'achève. Est-ce que leur opinion révèle le sentiment général des maires? Vous venez de publier les résultats d'une nouvelle enquête auprès des maires. Quel est leur état d'esprit par rapport à cet engagement qui est le leur? Bon, tout d'abord. Ça marche tout seul? Ça marche tout seul, oui. Merci pour l'invitation. Tout d'abord, j'ai le sentiment que le travail que nous avons réalisé n'est pas totalement, je dirais, imparfait, parce que le témoignage des 4 maires dans ce documentaire reflète ce que nous avons pu observer sur la dernière enquête auprès de 4600 maires qui ont accepté de répondre à notre questionnaire. C'est-à-dire à la fois, je dirais, un sentiment de combat par rapport à l'an passé, des maires qui ont toujours, je dirais, un sentiment et une relation très abîmée avec l'État déconcentré, des maires qui, je dirais, souffrent toujours d'un manque de reconnaissance, non pas vis-à-vis de leurs administrés, et là je crois qu'on pourrait peut-être mettre à jour les informations du Premier ministre qui indiquait 62% de maires qui indiquent que leurs administrés reconnaissent leur travail. En fait, ce n'est pas 62%, c'est 70%. Donc il y a véritablement une reconnaissance inscrite par les administrés, mais c'est un manque de reconnaissance, je dirais, de la parole publique. Et la parole publique incarnée évidemment par l'État, bien sûr le président de la République, le gouvernement, mais aussi, et c'est là où je trouve qu'il y a un élément qui ressort dans ce documentaire, l'accompagnement à la fois technique et juridique des maires, assuré tantôt par les préfectures, les sous-préfectures lorsqu'elles sont encore en mesure de fonctionner, et puis des agences qui parfois sont très éloignées. Et donc ça oblige, et je trouve que le reportage le montre très bien, ça oblige à beaucoup de bricolage, beaucoup d'inventions, beaucoup d'ingéniosité, parce que finalement les maires, et notre enquête le montre très bien, sont animés du devoir de bien faire. Il n'y a aucun maire qui, un matin, se réveille en se disant « je vais abandonner devant la tâche qui est la mienne ». Donc il y a le sentiment de bien faire, et je dirais que les maires c'est peut-être une formule raccourcie, mais ils sont dans l'agir. Et quand on agit, peut-être que André Comte-Sponville pourra développer, mais quand on est dans l'agir, ça veut dire que l'on est. Et quand on est, on incarne une communauté nationale et locale. Donc oui, l'enquête montre un esprit plus combatif et malgré tout, dans des centaines de verbatims que l'on a pu recueillir, il y a autour de la satisfaction, c'est pas seulement une satisfaction personnelle,
comme l'indiquait ici le maire, cette jeune mère dont j'ai oublié le nom du village. Mais c'est aussi vraiment une satisfaction, une forme d'auto-évaluation au regard de la capacité à porter vers le haut des administrés qui ne sont pas égaux. Et je crois, pour conclure, que finalement ce dont aujourd'hui les maires essayent de réparer, c'est cette égalité inscrite comme l'une des devises de la République. Or, l'égalité des territoires n'existe pas, que ce soit pour l'éducation, ça a été rappelé bien sûr aussi pour la santé, pour le numérique, il n'y a pas cette égalité. Et quand l'État n'est pas en mesure de corriger ces inégalités, on voit qu'aujourd'hui les maires sont en première ligne. Et je crois que notre enquête montre très très bien ce sentiment de vouloir faire mieux avec peu de moyens. Je crois que c'était André Léniel et même François Baroin qui ont pu résumer cette situation au cours du dernier mandat, qui a été douloureux parce qu'il fallait faire plus avec beaucoup moins. Merci Martial Foucault. Alors, Oriane, des maires qui font plus avec moins, mais des maires qui s'engagent, des maires qui sont créatifs. Et oui, on va voir ça tout de suite avec deux maires. Pour commencer, l'une termine son premier mandat, c'est vous, Constance de Pellichy. L'autre termine son dernier mandat, c'est vous, Marie-France Beaufils. Vous êtes maire, on le disait, depuis 1983. Vous avez décidé de ne pas vous représenter et vous quittez votre mairie en disant, je vous cite, qu'il s'agit d'engager une nouvelle dynamique avec une équipe renouvelée. Au terme de vos 36 ans de responsabilité, qu'est-ce qui a changé selon vous dans la relation entre le maire et les habitants? Question difficile, parce que depuis aussi longtemps, j'ai construit des relations avec les habitants qui sont presque des relations, je dirais, de maire, M-E-R, accent grave, R-E, avec tous ceux que j'ai vus grandir, parce que je suis dans la ville depuis suffisamment longtemps pour les avoir vus grandir, les avoir vus, y compris, comme diraient les jeunes d'aujourd'hui, galérer dans leur vie, parce que, comme il vient d'être dit, dans une ville ouvrière où on a la population la plus modeste du département, avec le revenu le moyen le plus bas de tout le département, il est évident que cette question de l'accompagnement des populations pour leur permettre aussi d'avoir des perspectives d'avenir plus importantes sont un souci permanent en tant qu'élu. Et la difficulté qu'on a ressentie et que les collègues ont bien exprimé dans le film, c'est qu'en 2014, on venait d'être élu. 10 jours après, on apprend que 11 milliards vont être retirés aux collectivités territoriales. Et pour nous, c'était une chute importante de nos ressources. Et on avait déjà voté notre budget avant l'élection. On avait la perspective d'être encore élu au premier tour et ça a été le cas. Donc on se disait comme ça, on va pouvoir partir très vite dans la mise en œuvre de ce sur quoi on a été élu. Et il faut tout reprendre, regarder comment on va équilibrer le budget, parce que nous, on doit l'équilibrer. Et ça, je vous assure que c'est un moment très dur. On a été discuter avec les habitants, on a été rencontrer les services, on a dit à tout le monde, bon, comment on fait? Qu'est-ce qui peut, sans trop de dégâts sur ce qui fait la force de notre ville, l'ensemble des services publics mis à la disposition de la population, qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir quand même continuer à faire sans tout dégrader? Parce que là, c'est trop difficile dans ce domaine. Et les fonctions de maire, c'est l'obligation de faire. Vous n'aviez pas le choix. C'est l'obligation de faire et de le faire en pensant toujours à qui on doit apporter des réponses par rapport à leur vie quotidienne. Quand vous avez des habitants qui ont de faibles ressources, vous n'allez pas leur supprimer, par exemple, des tarifs au quotient familial pour pouvoir accéder à la restauration scolaire. Parce qu'on sait que c'est le repas de qualité qu'ils vont avoir et équilibré sur leur journée. Donc ça, par exemple, c'est une des réalités. Continuer à avoir des centres de loisirs pour l'été, c'est également essentiel. Accueillir les enfants en crèche, c'est aussi important. Or, 2014, c'est aussi la période où la ville est en train de se rajeunir, avec une progression des naissances, où on nous demande plus de classes. Donc, vous voyez, on se trouve dans une situation qui est quand même difficile, mais où on essaie de faire face. Alors, qu'est-ce qui a payé? C'est l'investissement.
La réhabilitation de la piscine, eh bien, elle est repoussée là, au mandat suivant. Pourtant, elle est de 71, elle avait bien besoin de travaux, mais tant pis, on l'a repoussée parce qu'on a pensé que le fonctionnement de nos services en direction de la population, c'était essentiel. Vous qui avez fait de nombreux mandats, on l'a dit, est-ce que vous diriez que ce mandat 2014-2020, ça a été le plus difficile pour vous? Ah, pour moi, oui, ça a été le plus difficile en termes de moyens à notre disposition. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait, parce qu'on a réhabilité, par exemple, un lieu de la petite enfance et on a intégré dans ce lieu le fait que le réchauffement climatique nous amène à avoir beaucoup plus de temps chaud, même si on est au-dessous de la Loire. Et donc qu'il faut du rafraîchissement dans les lieux, ce qui a fait un coût d'investissement beaucoup plus important. Mais on a beaucoup plus étalé nos interventions. Alors aujourd'hui, la voirie, elle a mal supporté, bien évidemment, la réduction dans notre investissement. Et ce qui est dommage, c'est que cet investissement, il est porteur d'emploi, il est porteur d'enrichissement, plus globalement nationalement. Et donc, cet argent que les collectivités n'ont pas pour investir, c'est quelque chose, y compris en moins en termes de richesse produite dans le pays. Vous disiez de nouveaux habitants aussi que vous avez accueillis, donc une population qui croît à Saint-Pierre-des-Corps. Ces nouveaux habitants, est-ce qu'ils sont différents? Est-ce qu'il y a de nouvelles attentes, de nouvelles exigences? Oui, il y a une population différente parce qu'on est la ville qui accueille le TGV, on est à 1 heure de Paris, on est en plein cœur de la métropole et il y a donc des attentes nouvelles. Il y a des attentes nouvelles aussi, comme dans toutes les communes, par rapport à l'environnement. Mais on a aussi des attentes nouvelles parce que la participation à la vie démocratique, on l'a senti, ça a été bien dit dans le film avec les Gilets jaunes, mais c'est plus largement l'ensemble de la population qui veut plus prendre sa place dans les choix. On a fait la discussion sur le PLU où on a fait participer les habitants en atelier pour essayer de les faire prendre part à la réflexion, à la construction de leur avenir. Mais on a aussi une population toujours très modeste dans le parc de logement social, puisqu'on est une commune qui a été détruite par la Seconde Guerre mondiale, donc des constructions très anciennes, avec des loyers plus bas que dans d'autres communes qui ont construit plus tard, ce qui amène bien évidemment une population qui a besoin d'un accompagnement plus fort. Et on a créé, par exemple, un poste de médecin dans notre centre de santé pour permettre d'accompagner aussi cette perte de médecins dans des lieux comme les nôtres, alors qu'on fait du dépistage de diabète et qu'on accompagne par de la pratique sportive pour ces habitants qui sont fragiles pour leur santé et donc pour leur avenir. Constance de Pellichy, vous êtes une jeune mère, vous terminez votre premier mandat et à peine élue, vous avez dû faire face à 2 inondations. On parle d'engagement, vous avez dû très vite faire l'expérience de l'engagement dans la gestion de crise finalement. On peut dire ça comme ça. J'ai été élue en 2014 dans une commune qui n'était officiellement pas inondable, qui a connu un premier exercice en 2015 avec une petite inondation et en 2016 avec cette fois-ci une inondation beaucoup plus conséquente puisqu'il a fallu évacuer plus de 40 personnes à 3 heures du matin en pleine nuit et que le lendemain matin, les maisons de ces personnes avaient plus de 2 mètres d'eau avec beaucoup de chambres au rez-de-chaussée. Donc finalement, on a eu beaucoup de chance puisqu'il n'y a pas eu de victimes à déplorer lors de ces inondations. Et j'ai la fierté de dire aujourd'hui, après 3 ans de combat, que nous avons enfin une reconnaissance réglementaire de cette circonstance inondable, puisque l'État nous a fait part du porté à connaissance de l'Atlas des zones inondables il y a 15 jours seulement. Donc d'une commune dans laquelle il n'y avait aucun risque majeur, nous avons enfin cette reconnaissance. C'est important, c'est même essentiel, parce que ça nous permet d'avoir l'assurance qu'il n'y aura plus de bêtises réalisées en termes d'urbanisme. On s'est rendu compte que quand on remontait dans les mémoires des anciens, dans les années 30, dans les années 50, finalement on avait connu des inondations, mais que ça n'avait jamais laissé de traces dans l'administration, dans aucun document, et que finalement cette mémoire elle se perd très vite. Et qu'aujourd'hui, si on veut se relever après des catastrophes comme celle-ci, si on veut permettre à nos habitants de devenir résilients, de faire face aux risques, il faut les préparer. Et la première préparation, c'est de leur dire que ce risque existe.
Et vous diriez qu'aujourd'hui, l'état d'esprit a changé là-dessus, qu'il y a une meilleure préparation, une meilleure prise en compte de ces catastrophes naturelles? C'est difficile à dire parce que c'était il y a seulement 3 ans. Et dans ma commune, comme dans toutes celles qui ont connu des inondations ou des catastrophes climatiques, chez nous, dès qu'on connaît une semaine de pluie un peu forte, tout le monde a les yeux rivés sur la rivière et nous dit « Madame le maire, on a l'impression que ça monte, ça monte ». Donc, voilà, et pourtant, non, là, il n'y avait pas de code d'alerte, il n'y avait pas de difficulté particulière. Mais il y a encore un traumatisme qui est réel. La question qui se pose, c'est dans 10 ans, quand les gens qui ont vécu cette inondation seront partis. Dans 20 ans, quand finalement, on n'aura plus d'agents ni d'élus qui seront aux affaires alors qu'ils ont connu cette histoire-là, qu'est-ce qui se passera ? Alors avoir la mémoire du territoire, et puis vous dites, Madame le maire, qu'est-ce qui va se passer? Mais quand on est au cœur de la crise, ils disent aussi, Madame le maire, on a besoin de vous, hein, c'est ce qui s'est passé chez vous. C'est l'événement forcément le plus marquant de mon mandat, une forme de bizutage aussi, voir comment est-ce qu'on allait être en capacité de tenir le manche, de rester le capitaine à bord quand... on a l'autoroute qui est fermée, toutes les routes qui sont fermées les unes après les autres. Il a fallu gérer ce qu'on appelait les naufragés de la route. Pendant toute une journée, il n'y avait plus aucune route qui était ouverte. On était coupé du monde. On était à 10 km seulement de l'hôpital et pourtant on ne pouvait plus le rejoindre. On s'est retrouvé sur la Nationale 20 avec ce grand axe de passage qui s'est trouvé coupé après l'autoroute. Donc il a fallu gérer des chauffeurs de poids lourds polonais qui se sont retrouvés bloqués chez nous pendant une semaine, qui ne pouvaient plus partir, qui ne parlaient pas français, difficilement anglais, à qui il fallait expliquer qu'ils ne pouvaient pas repartir. Gérer des gens qui traversaient l'Europe pour partir en Espagne, qui se sont retrouvés complètement perdus chez nous en allant d'une route coupée à l'autre. Des administrés qui ne voulaient pas quitter leur domicile alors que l'eau montait. D'autres qui voulaient retourner dans leur domicile et gérer et coordonner en même temps les interventions des pompiers, des gendarmes, de la presse, les habitants qui viennent demander de l'information. Où mangent-ils? Que fait-on des enfants et du ramassage scolaire? Et toutes ces questions qu'il fallait gérer effectivement, et on est le seul à pouvoir coordonner. Le seul à pouvoir coordonner, même s'il y a bien sûr une collaboration avec les services de l'État, mais c'est vers vous qu'on se tourne naturellement, que se tournent naturellement les habitants en période de crise. Alors, pour être honnête, quand il y a 200 communes dans lesquelles il y a une inondation dans le même département en même temps, la collaboration avec les services de l'État, vous l'oubliez. Mais non, mais enfin, c'est honnêtement, hein, oui, c'est important. On a uniquement la collaboration avec les services de gendarmerie et de pompiers qui sont franchement remarquables. Mais les services de l'État, pendant 3 jours, j'ai appelé la préfecture sans relâche. On n'a jamais été rappelé. Il n'y a aucune collaboration à ces moments-là. Vous êtes tout seul. Moi, j'avais même pas 30 ans. On n'est pas formé, on n'est pas accompagné. Il faut savoir faire preuve de bon sens. La chance inestimable que j'ai eue dans cette épreuve, c'est que j'ai le malheur d'accueillir sur ma commune une entreprise, une installation classée Seveso seuil haut. Ça ne fait pas rêver. L'avantage, c'est qu'on a des exercices obligatoires tous les 3 ans et qu'on a eu un exercice en 2015 qui m'a fait prendre quelques bons réflexes. Tenir un journal de bord, qu'est-ce que c'est qu'un PCC, qu'est-ce que c'est qu'un PCS, des choses élémentaires pour gérer une crise, surtout quand elle s'inscrit dans la durée. Merci Constance de Pellichy. Alors, autre territoire, on peut effectivement l'applaudir. Autre territoire et puis autre engagement, c'est l'île Saint-Denis et puis c'est vous, Mohamed Niabali, une commune qui va accueillir le village olympique à l'occasion de Paris 2024, mais aussi une commune aujourd'hui qui compte 72% de logements sociaux où le revenu annuel moyen par habitant est de 9 000 € et 85 nationalités. Alors, engagé pour préparer ce que vous appelez l'héritage territorial des JO anticipés, mais aussi avec un objectif, aménager 50% de la ville en espace vert et puis en faire un oasis, montrer qu'à travers la transition écologique, on peut faire du développement social. Et ça, c'est un peu à la racine de votre engagement parce que vous êtes venu aux responsabilités municipales à travers un autre engagement qui était celui de l'économie sociale et solidaire. Merci pour la présentation.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous. Et effectivement, je suis arrivé par un autre engagement, mais je vais faire un petit flashback en arrière pour que vous compreniez un peu mon fil conducteur. Donc, moi, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis. Tout à l'heure, on a parlé de la question de l'école. Pour réussir à l'école en Seine-Saint-Denis, on a une expression à l'île Saint-Denis, on est une ville-village de 8000 habitants. C'est que la réussite d'un enfant se construit à travers l'ensemble d'un village. Et donc, du coup, j'ai été accompagné à la fois par mes enseignants, par des associations, par mes parents, par la ville. Et je me suis senti redevable de cela dans la continuité de mes études, qui m'a permis de voyager un petit peu. J'ai vécu à New York, j'ai vécu à Londres, j'ai vécu à Mexico City. Et je suis rentré en 2010 à l'île Saint-Denis, sur mon île. Alors, il faut vous dire qu'il y a 2 communes en France qui sont des îles fluviales, hein, et il y en a une au nord de Paris qui est au milieu de la Seine, et c'est l'île Saint-Denis. Je suis arrivé dans mon village et j'étais trop content. Et je suis allé voir mes copains en leur disant « Coucou, je suis de retour ». Ils m'ont dit « Qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu es rentré ?» Voilà. Et je me suis dit « Waouh, qu'est-ce qui se passe? L'île où j'ai grandi, l'île où je me sens bien ». Je me suis rendu compte de 2 choses. On a une sorte de pessimisme qui s'est installé dans nos territoires et dans nos quartiers. Les habitants n'y croyaient plus, n'avaient plus confiance en eux, n'avaient plus confiance en territoire. Et donc, la première chose que j'ai réalisée, c'est la création avec des copains de la ville d'une association très simple, Capitale Banlieue, avec ou sans eux. Et l'idée, c'était de dire, ce territoire peut être une capitale et ce territoire a du capital. Et c'est cette dynamique qui m'a ramené vers l'économie sociale et solidaire et vers la volonté de travailler sur l'économie circulaire. En fait, je suis à la fois agriculteur urbain, restaurateur et logisticien de proximité. En faisant cela, j'ai mis un pied dans la commune, dans la municipalité, autour d'un axe très fort qui est la citoyenneté. Est-ce que c'est ce pessimisme dont vous parliez qui vous a donné envie de vous engager en politique et de devenir maire? Je ne dirais pas que c'est ce pessimiste, parce que de l'autre côté, ce que je vois sur ce territoire qui est la Seine-Saint-Denis, c'est que c'est un territoire qui bouge, c'est un territoire dynamique, c'est un territoire d'envie. En fait, on n'a pas, j'ai utilisé le terme hier et il est très important pour moi. Sur ce territoire, on est pauvre financièrement, mais on a une richesse, c'est le lien. Donc on a une société de liens face à une société de biens. Et donc du coup, ce lien, c'est ce qu'on a essayé de développer dans notre prolongement dans l'institution. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que ma fonction de maire est le prolongement de mon action dans la société civile. Et j'ai ce petit message que je fais souvent passer à mes concitoyens, c'est que l'institution seule ne peut pas tout faire. Le maire ne peut pas tout faire. Et donc, du coup, le message que je fais souvent passer, c'est nous pouvons transformer notre île, nous pouvons mieux vivre ensemble, mieux vivre tout court, si l'institution arrive à faire alliance avec la société civile et soit en co-responsabilité pour l'avenir de notre île. Et votre projet, c'est faire de l'écologie populaire. Tu as donné les indicateurs de l'île Saint-Denis. D'un point de vue social, ça fait un peu flipper. Voilà. Mais cette ville, elle porte un projet de transition écologique qui l'a fait devenir ville olympique. Les Jeux sont venus à l'île Saint-Denis, c'est pas par hasard. Nous sommes une ville où nous avons aujourd'hui 100% de nos équipements publics qui ont été rénovés. 2000 m² de panneaux photovoltaïques. Nous avons réduit de 50% notre consommation d'énergie, 30% celle du gaz. Nous avons 50% de produits bio, 50% de produits végétariens. Nous avons une restauration scolaire 100% intégrée en liaison chaude. Et tout cela, on a pu le faire avec un fil conducteur qui est « demain ne sera pas le prolongement d'hier ». Et donc, il y a une obligation à changer nos pratiques. Et dans la notion de transition populaire, on est dans une démarche qui est très simple. Comment, de manière pratico-pratique, on répond à cet enjeu? Tu as parlé tout à l'heure d'inondation. Moi, j'habite sur une île. Ma propre maison, je me suis fait inonder en 2016, en 2018. Et j'ai vécu la même chose que toi. Ce que j'ai vécu, c'est qu'on se partageait nos pompes pour vider nos garages et préserver nos biens.
Mais à travers juste ce petit message, ce que je faisais passer comme message derrière, c'est, vous voyez, il va falloir qu'on aille plus loin. J'ai réussi à mettre en place un plan de stationnement réglementé. Aujourd'hui, on est une ville 30, entièrement sur l'île Saint-Denis. Et toute cette démarche, elle se fait à la base avec un fondement, c'est le maire, le président de la République, comme l'habitant, sont avant tout des citoyens. Et il faut partir de cette base-là pour construire un projet de transition écologique qui doit être au cœur du projet de ville. Et je finirai par ce petit mot qui me semble important. Et le message que je voulais vous faire passer ce soir, c'est que quand j'étais dans la société civile, je regardais le maire en disant « il se prend pour qui ?» Il a l'impression que c'est lui qui est le garant de l'intérêt général. Quand je suis devenu maire et que j'ai vu le président, je me suis dit « il se prend pour qui ?» C'est lui qui croit être garant de l'intérêt général. Et le message de fond pour moi, c'est que l'intérêt général, il faut la mettre sur la place publique et c'est l'histoire de tous et c'est aux citoyens de la co-porter et d'être en co-responsabilité sur le sujet avec nous. Et c'est ça que nous essayons de porter à l'île Saint-Denis. Merci Mohamed Niabali. Sophie Charles, vous êtes maire de Saint-Laurent-du-Maroni, hein, c'est en Guyane, on parlait à l'instant de ces défis sociaux, de ces défis environnementaux. Comment ça se traduit pour vous, maire de cette ville de 45 000 habitants en Guyane? Bonsoir à tous. Moi, je suis maire depuis à peine un an. Et quand on est a adjointe depuis longtemps, hein, engagée depuis longtemps. Oui, depuis oui, 2001, mais être adjoint et être maire, ce sont deux choses différentes. Et un an, c'est peu, on apprend à peine à marcher. Donc la situation est compliquée. Mais moi, je voudrais réagir sur plusieurs choses, évidemment, parce que Saint-Laurent-du-Maroni, tout le monde ne connaît pas, mais c'est à 8 000 km, c'est 40 000 habitants, 45 000 officiellement, hein, mais 70 000 dans la réalité. Vous comprendrez tout de suite que pour une ville de 45 000 habitants, j'aimerais bien, s'il y en a dans la salle qui ont 30 groupes scolaires, 5 collèges et 3 lycées dans leur ville, ils se lèvent parce que ça n'existe pas. Je le sais, j'ai fait le calcul. Donc ce sont des défis. Moi, quand on ferme une école, j'ai écouté attentivement le reportage parce que même si nos positions sont complètement opposées, on ferme des écoles ici. Moi, j'en crée une tous les 8 mois. Les 8 mois. À l'heure où je vous parle, j'ai 3 constructions en dur qui sont en cours. J'ai ouvert 10 classes en mars, rajouté en Adgeco, rajouté 8 classes en septembre sur ce même groupe scolaire en Adgeco. Et vous comprendrez bien que ça ne va pas s'arrêter puisqu'il y a plus de 3000 naissances par an dans la ville. Donc, d'une ville qui officiellement est à 45 000 habitants, d'après l'INSEE, sera en 2030 à plus de 100 000 habitants. Et ça se poursuit de manière exponentielle ainsi. Donc, c'est vraiment compliqué. Mais moi, quand j'entends qu'on ferme une classe, ce que j'entends aussi, c'est qu'on ne peut pas mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs, à mon avis, extrêmement importants, puisque l'éducation, c'est la base de la République aussi. Et chez nous, nous sommes loin, vous avez 85 ethnies, nous on en a pas mal aussi dans la ville, où le français est souvent la langue de l'école. Et cela, c'est ainsi, on ne va pas changer les choses. Eh bien, nous, les dispositifs de dédoublement des CP, des CE1, moi, je pouvais pas les mettre en œuvre parce qu'il aurait fallu que je construise 97 classes, ce qui était impossible. Donc, il me fallait tout simplement mettre 2 enseignants dans une classe. Vous comprenez bien que le résultat n'est pas tout à fait le même. Ceux qui sont enseignants comprendront exactement ce que je dis. 2 enseignants, un qui regarde le tableau d'un côté, l'autre qui regarde le tableau de l'autre côté. On n'est pas sûr du résultat attendu quant au résultat vraiment de performance à l'école. Donc, c'était le premier point. Et puis, je voudrais revenir, si vous le permettez, sur un point dans le discours de Monsieur le Premier ministre. Certains d'entre vous ne comprendront peut-être pas pourquoi il pose 16 millions pour l'outre-mer. Alors, je vais vous le dire parce que c'est moi-même qui avais porté cette question lors du grand débat national et où le président de la République nous avait reçus à l'Élysée, puisque la péréquation dans la dotation globale de fonctionnement est défavorable aux communes d'outre-mer. Aujourd'hui, nous avons un différentiel par rapport aux communes de l'Hexagone dans cette péréquation, puisque nous étions comparés aux communes les plus pauvres, étaient comparées aux communes les plus riches d'outre-mer et non pas aux communes les plus riches de France. Ce qui signifie que, par exemple, je prendrai l'exemple de ma commune pour ne mettre personne mal à l'aise. Sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, il y manque, donc cette péréquation est défavorable à hauteur de 17 millions par an.
Donc vous comprendrez bien que le premier pas qui est fait aujourd'hui de ces 16 millions pour l'outre-mer ne nécessité aussi de péréquation et de tenir compte des contextes locaux, les défis que vous avez relevés. Alors vous parlez du défi scolaire, mais il y a aussi le défi environnemental. Puis des défis sociaux, bien évidemment, quand vous parliez de la population officielle et puis la population réelle. Hein, c'est ce qu'on a entendu. C'est ça. Moi j'appelle ça comme ça parce que quand les gens sont là, leurs enfants vont à l'école, ils produisent des déchets que vous devez collecter et traiter. Et vous avez bien sûr une réelle implication au quotidien. Et lorsqu'on parle des zones d'habitat indigne, hier j'ai participé à une table ronde et effectivement il y a des endroits où vous avez 16 logements, 30 logements. Moi j'ai des zones d'habitat indigne qui comptent 2500 personnes, 4000 personnes. Donc c'est très compliqué justement de mettre en œuvre la politique qui est, elle, aujourd'hui faite pour le territoire national. Et c'est pour ça que nous avons une forte revendication en Outre-mer à la différenciation. Parce que c'est vraiment ce qui va nous permettre de gérer l'ensemble de ces problèmes. Et puis je ferai un point aussi sur l'Amazonie, puisque l'Amazonie c'est le poumon de la Terre, c'est vraiment un endroit formidable. J'y vis et vraiment je vous invite tous à venir visiter parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. On n'en revient pas intact comme je dis parce que vous avez cette chaleur humaine, mais vous avez aussi cette forêt qui est magnifique. Et lorsque je dis cela, cela veut dire aussi que nous devons la préserver. Je regrette beaucoup que lorsqu'on parle d'Amazonie, on parle de plein de choses, de feu, de déchets ou d'autres choses. On oublie souvent de parler de l'orpaillage clandestin, de l'orpaillage illégal, qui fait des dégâts immenses. Sur le territoire de la communauté de communes que je préside, donc la CCOG, d'une dimension de 40 000 km², la CCOG, eh bien nous avons... Vous avez bien entendu hein, la superficie qu'indiquait Madame la maire. Oui, vous maire. comprendrez qu'on peut difficilement gérer le traitement des déchets comme on le gère sur certaines communautés de communes ou communautés d'agglo. Eh bien, sur cette superficie, nous avons plus de 200 sites d'orpaillage illégal et clandestin sur le territoire. Et là, ça compte toutes les communes de la communauté de communes. Il y a là un parc amazonien qui comprend 145 sites d'orpaillage illégal. C'est un parc préservé normalement. Donc je crois qu'il y a en termes d'investissement un travail important à faire sur tout ce qui va être de lutte contre ces problèmes. Ça existe, mais je crois que c'est pas suffisamment fait. Les défis d'un maire d'outre-mer aujourd'hui en Guyane, avec des choses qui prennent des dimensions que vous ne connaissez pas en métropole et des défis à relever énormes. Innover, expérimenter, c'est aussi la formidable aventure que vous avez menée, Pierre-Yves Marolleau, maire de Mauléon. Alors là, on est dans les Deux-Sèvres, une commune de 8500 habitants, et vous avez été un des 10 premiers territoires zéro chômeur de longue durée. Alors, c'est une initiative et une expérimentation promue par ATD Quart Monde pour remettre des chômeurs au travail avec... la nécessité pour eux d'avoir un CDI et puis également d'avoir la possibilité de monter des projets, d'être insérés avec un calcul qui fait que allocation plus résultat de l'entreprise, ils peuvent avoir un vrai salaire et avoir aujourd'hui une insertion réussie. Alors ça, c'est l'expérience et effectivement, on est dans l'expérimentation. Mais ce qu'on aimerait entendre aujourd'hui aussi, c'est l'aventure que ça a constitué, l'engagement que ça a constitué pour sortir des sentiers battus et aller vous battre pour obtenir la possibilité d'innover, d'expérimenter. Oui, bonjour à tous. C'est vrai, vous l'avez dit, c'était une expérimentation. La première fois qu'on me l'a présenté, c'était en 2013 avec les responsables d'ATD Quart Monde. J'ai dit, c'est une belle utopie. Et puis... comme dans la vie, rêver, c'est ce qu'il y a de mieux, j'ai dit, on va essayer de s'attacher à faire avancer les choses. Et là, je rejoins ce qu'a dit tout à l'heure ma collègue en disant qu'être maire, c'est pas être adjoint, puisque j'étais adjoint avant d'être maire, mais on a aussi besoin de toute une équipe. Et moi, je mets toujours l'accent sur l'équipe. Le maire, sans équipe, il ne fait rien. Et donc, on a rencontré quelques députés qui se sont beaucoup battus, Laurent Grand-Guillaume, des sénateurs aussi, comme Philippe Mouillet, qui sont battus sur cette idée et qui m'ont dit oui, mais faut que ça vienne de la base.
mais je le savais, parce qu'on a le bon sens paysan, nous, du côté de Mauléon. Et me suis dit, enfin, nous sommes dit, les meilleures idées, c'est celles qui partent justement de la base. Donc, on a montré qu'il y avait des travaux qui pouvaient être faits, qui n'étaient pas faits. Tout le problème, c'était que ce soit des travaux qui ne soient pas concurrentiels. Donc, vous savez que la frontière est extrêmement ténue entre ce qui est concurrentiel et pas concurrentiel. Mais on a trouvé comme ça. Et puis, on est parti un peu à l'aventure en 2017. On a lancé une entreprise à but d'emploi, avec pas beaucoup d'argent au départ. C'est là que le maire a un rôle important. Il a fallu que j'aille voir des banques, qu'elles croient aussi au projet. Et au 3 janvier 2017, on a lancé une entreprise avec 15 personnes. 15 personnes qui étaient des chômeurs de longue durée. On a la chance, nous, sur Mauléon, d'être une commune où le taux de chômage, on est vraiment entre la Vendée, le Maine-et-Loire et donc le nord de Sèvres, tout près du Puy du Fou pour mieux situer. Eh bien, on a la chance d'avoir un taux de chômage qui est très faible puisqu'on a un taux de chômage de 6%. Mais on a des gens qui étaient soit désociabilisés, soit qui étaient handicapés, puisque aujourd'hui l'entreprise compte plus de 80 salariés et ces 80 salariés, un tiers a le statut de travailleur handicapé. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé comme travail? Parce que c'est souvent ce qui intéresse les gens. Eh bien, on fait beaucoup de tâches autour du développement durable. Je prendrai qu'un seul exemple. Je ne savais pas, moi, mais toutes les fenêtres qui sont changées dans les habitations, eh bien, elles étaient destinées aux déchetteries et ensuite, on broyait le bois, enfin, toutes les matières et on enfouissait. Eh bien, aujourd'hui, puisque l'entreprise est aidée, puisque l'État, plutôt que de mettre 18 000 € en aide directe ou indirecte aux chômeurs, les donne à l'entreprise, eh bien, ça nous a permis de mettre en place justement le démantèlement de ces ouvertures. On récupère le vitrage. On vient de signer, puisque Saint-Gobain a une entreprise juste à côté de chez nous qui s'appelle Glace Verre, récupère le verre et refont le verre pour en faire. On a une entreprise locale qui fait du PVC, donc le PVC leur est livré, ils refondent le PVC et ils refont des billes de PVC. On a une entreprise d'insertion, les ateliers du bocage, juste à côté de chez nous, qui récupère le bois, et puis l'aluminium, là on n'a pas de problème pour le revendre. Voilà des activités qui marchent. Et créer cette économie qui ne fait pas de concurrence à l'économie classique. Voilà. Et puis donc continuer à créer, à inventer. André Comte-Sponville, vous le philosophe, vous venez d'entendre ces maires qui nous parlent. On peut applaudir le maire de Mauléon, effectivement. Oui, André Comte-Sponville, vous venez de les entendre dans la diversité de leur engagement. Et je me souviens, il y a une dizaine d'années, vous aviez déjà dialogué avec les maires dans le cadre de leur congrès et vous disiez « Ce qui fait le bonheur, ce n'est pas ce que l'on a, ce n'est même pas ce que l'on est, c'est ce que l'on fait. Et être maire, c'est le bonheur d'agir. » Alors aujourd'hui, on a entendu et on a vu une certaine gravité dans l'expérience des fonctions de maire. Dans le film, on a vu aussi les difficultés, les épreuves qu'ils ont eu à vivre. On a aussi les témoignages qu'on vient d'entendre à l'instant. Comment vous analysez tout cela? Bonjour à tous. Oui, par rapport à il y a 9 ans, donc, je suis encore plus content de ne pas être maire. Et donc, je ressens vis-à-vis de vous beaucoup d'admiration, de gratitude, beaucoup d'humilité pour ce qui me concerne, mais aussi un peu d'inquiétude. Parce que quand je vois à quel point votre fonction est devenue difficile, et quand on déjeunait tous ensemble, la difficulté ressortait encore davantage que dans cette table ronde, ça m'inquiète un peu. Parce que nous avons besoin de bons maires. Or, quand les choses deviennent trop difficiles, trop peu gratifiantes, il n'y a pas de raison que les gens se précipitent pour occuper cette fonction. Alors, j'ajouterais que je n'ai jamais eu aussi peu envie d'être maire, mais j'ai encore moins envie d'être Premier ministre ou Président de la République. Et ça aussi, ça dit quelque chose sur le climat de notre pays et sur cette espèce de montée des tensions ou des haines. Parce qu'au fond, pour dire quelque chose de plus positif maintenant, ce qui m'a frappé surtout dans cette demi-journée, puisque je suis là depuis l'heure du déjeuner, c'est d'abord votre unité, 3000 maires, une résolution votée à l'unanimité.
Et en plus, pas une résolution d'eau tiède ou de bon sentiment, hein, comme sur des points très très précis. J'ai pas tout compris, mais j'ai bien vu qu'il y avait du contenu. Donc une formidable unité des maires, alors que toutes les tendances politiques, par définition, seront présentées. Je dirais un climat de courtoisie républicaine entre votre président, M. Barouin, et notre Premier ministre. Et ça m'a fait plaisir. Hein. Et le mot qui m'est venu, au fond, c'est le mot de communion républicaine. Et je voudrais, puisque je suis philosophe, faisons juste un petit peu de philosophie, réfléchir sur cette idée de communion républicaine, la République, vous savez très bien ce que c'est, mais la communion, peut-être que certains s'interrogent. Alors voilà la définition que je vous propose. Communier, c'est partager sans diviser. Partager sans diviser. Ça veut dire qu'on ne peut pas communier en un gâteau. Parce que si vous avez un gâteau d'anniversaire, vous invitez quelques amis, si vous en donnez plus à l'un, il y en aura moins pour les autres. Si un convive supplémentaire imprévu arrive, il y en aura moins pour les autres. Et donc on ne peut pas communier en un gâteau, parce que la seule façon de partager un gâteau, c'est de le diviser. Et donc on ne peut pas partager sans diviser. En revanche, on peut communier dans le plaisir qu'il y a à manger ensemble un très bon gâteau. Parce que là, on le partage, on a le même plaisir, mais si l'un des convives prend un plaisir énorme, je ne vais pas lui dire, écoute, prends un peu moins de plaisir, il n'y a plus de plaisir pour moi. Non, au contraire. Je lui dirais, écoute, le plaisir que tu prends à manger ce gâteau augmente encore mon plaisir. On ne peut pas communier en un gâteau, on peut communier dans le plaisir qu'il y a à manger ensemble un bon gâteau entre amis. On ne peut pas communier dans un budget, qu'il soit national ou municipal, parce que ce qu'on donne à telle dépense, par définition, on ne pourra pas le donner à tel autre. Ce qu'on dépense pour telle partie de la population, par définition, on ne pourra pas la dépenser pour telle autre. C'est pourquoi toute politique est conflictuelle. Et je comprends bien d'ailleurs qu'entre le Premier ministre et vous, il puisse y avoir légitimement des désaccords. En revanche, on peut communier dans les valeurs de la République, à commencer par la République elle-même, et puis liberté, égalité, fraternité, laïcité, solidarité. Et je dirais que ce qui manque à notre pays, et qui pourtant est si présent ici parmi vous, c'est justement cette idée de communion républicaine. Le contraire de la communion, c'est la haine. La communion, c'est partager sans diviser. La haine, c'est diviser sans partager. Et j'avoue que j'étais assez réconforté, après tous ces mois où j'ai le sentiment que la haine risquait de tout emporter, de voir qu'il y avait au moins parmi vous encore un espace de communion républicaine. Merci beaucoup. Merci André Comte-Sponville. François Barouin, vous venez d'écouter à l'instant André Comte-Sponville parler de l'unité des maires, de cette communion républicaine, mais aussi souligner la difficulté du mandat de maire et son inquiétude. Est-ce que vous partagez son analyse et est-ce que vous allez dissiper ces inquiétudes ? Je ne sais pas, en tout cas, je sais que terminer un congrès de cette nature dans l'esprit qui nous a rassemblés par un immense philosophe qui nous montre le chemin de la quête de la sagesse est quelque chose de réconfortant, de précieux. Il faut que vous veniez plus que tous les 9 ans, sachant qu'un mandat est 6 ans, que nous on est renouvelable tous les 3 ans et que la récurrence annuelle me semble être un bon rendez-vous pour vous, comme pour tous les prochains maires. Ils seront heureux, vous aurez une nouvelle génération en vous et je pense que c'est assez précieux votre regard. Vous avez parlé de communion républicaine, on a ça en partage et d'une certaine manière, ça emporte tout. Ça emporte nos difficultés, nos misères, nos souffrances, nos interrogations. Et c'est ça qui, probablement, par exemple pour Madame Beaufils, a fait d'elle un maire depuis 1983, qui est la classe des élus de Monsieur Michel qui nous a quittés dans la symbolique de l'émotion partagée par son successeur, bouleversant, magnifique de beauté, un regard droit, une émotion sincère. Et c'est le temps qui a passé, c'est pas juste l'avancée au compteur de la vie, c'est pas juste, d'une certaine manière, regarder dans le rétroviseur, c'est l'intensité avec laquelle, chaque jour, on se lève pour dire comment je vais rendre service, comment je vais être utile, comment je vais être à l'écoute. Et on continue de tenir et on continuera de transmettre sa ferveur parce qu'au fond, on se bat pour quelque chose qui nous dépasse, qui est plus élevé que nous. Ce qui nous a été apporté par nos aînés, ces valeurs républicaines, c'est un devoir de les transmettre de la meilleure manière, de la meilleure façon. C'est plus difficile parce que, M. Comte-Sponville l'a évoqué, on le sent bien, ces braises, ce sentiment de violence, qu'à tout moment ça peut déraper sur n'importe quel sujet. Où que l'on se trouve, en Guyane ou en Loir-et-Cher,
La Guyane, qui n'est jamais allée à Saint-Laurent-du-Maroni, ne sait pas ce que c'est que la Guyane. D'abord, c'est plus grand que le Portugal. Ça fait du Brésil le premier voisin de la France, contrairement à une idée reçue, ce n'est pas la Belgique ou l'Italie. Et ça nous donne une dimension globale et mondiale tout à fait différente. D'une certaine manière, c'est la même profession, mais ce n'est pas le même métier. Mais ce qui nous unit dans la même communion, c'est la passion de la République, c'est la passion de la Marseillaise, c'est la passion de l'étendard, c'est la passion de la transmission, justement à nos enfants, qu'ils soient à Pompidou, à Papaicheton, à Saint-Laurent-de-Maroni, ou à Cayenne, ou alors à Troyes, ou à Issoudun, ou ailleurs encore. Voilà, c'est ça qu'on a en partage, c'est ça qui nous fait tenir, c'est ça qu'on veut transmettre pour l'année prochaine et pour le prochain mandat. Merci François Baroin. Alors, André Comte-Sponville avait la métaphore du gâteau, et puis tout à l'heure, quand on préparait le débat, Mohamed Niabani nous disait comment il avait organisé les vœux du maire, et je trouvais que dans notre République laïque, la communion républicaine, qui est la cérémonie traditionnelle des vœux du maire à l'île Saint-Denis, pouvait être intéressante à partager. Juste revenir en introduction sur ce que tu as dit sur la communion républicaine et sur tes propos. Moi, je me suis reconnu au cœur de la République, les maires au cœur de la République. Tout à l'heure, je vous parlais le thème de ce 102e congrès des maires et présidents d'intercommunalité, les maires au cœur de la République. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai parlé de mettre l'intérêt général sur la place publique. Aujourd'hui, je pense que ce qui nous a unis, nous, institutions, c'est la République et les valeurs de la République. Et l'enjeu pour nous, c'est comment on arrive à véhiculer ces valeurs chez les citoyens et qu'ils les portent avec nous. C'est la dernière brique pour nous permettre de faire communion ensemble. Et je pense que c'est ça l'enjeu de demain sur la question de la communion. Ensuite, l'idée de l'île Saint-Denis, justement, par rapport aux baisses des dotations qu'on a eues entre 2014 et 2017, ça a été de dire, déjà on ne fait pas des vœux du maire à l'île Saint-Denis, on fait des vœux citoyens. Nous avons moins de ressources, nous avons 85 nationalités et nous avons du lien. Nous, ville, nous allons apporter la boisson. Vous, habitants, vous allez apporter les repas. Depuis 2014, chaque année, nous faisons des vœux citoyens où les habitants et nos 85 nationalités apportent à manger et nous apportons la boisson. Et la cerise sur le gâteau, c'est les élus qui servent les habitants. André Comte-Sponville, alors l'engagement aussi de ces maires tels que vous l'avez entendu, mais aussi le courage dans les épreuves vécues telles qu'elles ont été décrites, telles que bien sûr dans des circonstances tragiques, on a pu le voir tout à l'heure avec le maire de Signes, mais avec le maire de Trèbes, et puis des maires qui ont vécu des crises dures, qu'il s'agisse de crises sociales, de crises environnementales. Oui, c'est vrai que le climat est plus sombre qu'il y a 9 ans, en l'occurrence. Moi, j'ai noté des mots comme abnégation, premier de corvée, je n'avais pas vu l'expression, héros. Alors, je ne doute pas qu'il y ait beaucoup d'abnégation en vous, pas mal de corvées et vraisemblablement quelques héros. Vous voyez. Mais je m'inquiète un petit peu quand une institution de la République, mais il y en a 35 000 des mairies, a besoin d'abnégation et de héros, parce que l'héroïsme, malgré tout, c'est une forme d'exception. Et à nouveau, l'inquiétude revient, si ça devient tellement difficile, il n'y aura plus de maires, ou en tout cas, tous les bons, tous ceux qui peuvent faire autre chose, feront autre chose. Vous voyez. Et donc, il ne faut pas que le thème de l'engagement qui est celui de cette année nous fasse oublier celui du bonheur qu'on évoquait il y a 9 ans. De ce point de vue, oui, j'avais oublié que j'avais dit ça, mais merci de l'avoir rappelé. Le bonheur, chacun sait bien qu'il n'est pas dans l'avoir. Mais le bonheur n'est pas non plus dans l'être, contrairement à ce qu'on lit parfois dans tel ou tel livre de développement personnel. Le bonheur est dans le faire. Et c'est ce que nous dit l'un des grands maires de France, Michel de Montaigne. Nous sommes nés pour agir. Et je crois qu'il faut absolument que les maires que vous êtes trouviez le bonheur d'agir. Et que les institutions de la République et vos concitoyens vous laisse jouir de ce bonheur d'agir. Arrêtons de compter perpétuellement sur l'abnégation ou l'héroïsme des maires. Réfléchissons à ce qui peut les rendre heureux d'être maires. Et puis un dernier mot, qui est le mot de Michel de Montaigne, maire de Bordeaux. Alors lui, il a vécu les guerres de religion, et en Guyane, c'était encore pire qu'ailleurs. Il a vécu la peste pendant son 2e mandat de maire. Donc les difficultés, il connaît. Et dans les essais, il fait cet aveu.
Vous savez que Montaigne s'appelait Michel de son prénom. Dans les essais, il fait cet aveu, le maire et Michel ont toujours été deux, et d'une séparation bien claire. Je soumets ça à votre réflexion, vous connaissez mieux le problème que moi, mais de mon point de vue de philosophe, votre fonction est tellement difficile, l'époque est tellement troublée, que votre bonheur de maire suppose aussi qu'entre l'individu que vous êtes et la fonction de maire que vous occupez, il y ait là encore une séparation bien claire. Quand un de vos concitoyens vous insulte, il faut bien sûr le combattre, le condamner, le sanctionner. Mais de grâce, ne prenez pas cette insulte pour vous en tant qu'individu. Montaigne dit, ne confondez pas la peau et la chemise. La peau, c'est Michel. La chemise, c'est la fonction de maire. Voilà, je soumets ça à votre réflexion. Le maire et Michel ont toujours été deux et d'une séparation bien claire. Et je dirais c'est surtout important quand on est maire 24 heures sur 24, comme c'est le cas souvent dans les petites communes. Merci à tous. Merci, merci André Comte-Sponville. On va maintenant entendre le témoignage d'une personnalité qui chemine avec vous, maire de France, c'est Éric Orsena. Il a été très actif dans un travail de prospective que vous aviez lancé, François Baroin, sur la commune du 21e siècle. Éric Orsena dit volontiers qu'il est l'ambassadeur des maires. Il ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais il a voulu nous livrer son point de vue. On va l'écouter. Je croyais bien connaître mon pays. Et depuis 2 ans que je suis ambassadeur de la lecture publique, j'ai visité plus de 50 villes. J'ai rencontré les maires, mais j'ai rencontré aussi les équipes municipales. Et j'ai rencontré les bénévoles. Et tous, ils étaient engagés. Engagés pour le possible. Parce que, qu'est-ce que c'est une équipe municipale? C'est répondre à des blessures, c'est répondre à des demandes, mais c'est aussi proposer. Parce que guérir de la désespérance, c'est offrir du possible. Et j'ai vu tous ces gens qui inventaient. Alors, ça m'a fait penser, en rencontrant tous ces équipages, ça m'a fait passer à ces bateaux, et notamment au bateau de Jean-Baptiste Charcot. Et il appelait tous ces bateaux, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est l'explorer, explorer le possible. Et le possible, pas seulement dans la géographie. Et pourquoi explorer le possible? Parce que le pourquoi pas, c'est la réponse à cette phrase insupportable, qui est la négation même de la République, de la chose commune, le « c'est pas pour moi ». Eh bien, grâce au pourquoi pas, plus personne ne devrait, dans notre pays, avoir l'occasion de dire « c'est pas pour moi ». En écoutant Éric Orsena sur ces possibles, se dire pourquoi pas, je pensais à vous, Pierre-Yves Marolleau, avec ce que vous avez fait aujourd'hui, où aujourd'hui on dit bon bah le travail c'est pour moi aussi puisque j'ai pu y accéder, ce travail de maire, mais que vous avez mené aussi avec 10 autres collègues puisqu'il y a 10 territoires expérimentaux. Et ça c'est certainement aussi quelque chose qu'on a découvert ou qu'on a retrouvé chaque fois que les maires se retrouvent, sont en réunion ou en congrès comme aujourd'hui. C'est ce travail en commun entre les maires. Le maire est certes seul dans sa commune, mais il est aussi aujourd'hui en réseau. Oui, c'est extrêmement important parce que les 10 territoires ont des caractéristiques justement très différentes. Des taux de chômage différents, des grandeurs de territoires différents. Et on se réunit tous les ans et on échange beaucoup. Mais il n'y a pas que les maires qui se réunissent, il y a aussi tous les bénévoles, parce que c'est aussi autour des bénévoles, et tous les salariés. Et ça, c'est quelque chose d'important parce qu'on échange sur nos méthodes, sur nos savoir-faire. C'est vrai que Mauléon a été un peu plus mis sous le coup de projecteur parce que la cinéaste Marie-Monique Robin a tourné un film sur cette expérimentation qui sort d'ailleurs, qui s'appelle Nouvelle Cordée, et qui sort dans les salles de cinéma. Et c'est vrai que c'est des échanges qui sont vraiment intéressants, gratifiants. Et c'est vrai que qu'on soit au nord, à l'ouest, à l'est, au sud, on a les mêmes problèmes, mais on essaie entre nous de trouver des solutions et de trouver des solutions qui sont intéressantes. Malheureusement, il nous reste moins de 5 minutes. Le fil rouge de ce débat, ça a été l'engagement. On voudrait terminer avec vous avec une question sur le sens de l'engagement. On a parmi vous une maire expérimentée avec de nombreux mandats et des plus jeunes maires. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, l'engagement se fait de manière différente? Est-ce qu'on arrive différemment en politique? Est-ce qu'on arrive différemment dans cette fonction de maire? Marie-France Beaufils, on va commencer avec vous.
Enfin, ça va être difficile de parler de la suite, mais je avec pense votre regard, que avec votre expérience. Aujourd'hui, je pense que les gens qui ont envie de s'investir ont envie de le faire aussi parce qu'ils ont envie d'apporter des réponses et de participer quelque part à faire en sorte que les habitants puissent être pris en compte dans leurs attentes. Très honnêtement, celui qui veut rentrer, devenir maire pour faire une carrière politique, enfin, je crois qu'il faut qu'il abandonne. Hein. Vraiment, je ne pense pas qu'aujourd'hui, avec l'implication que cela nous demande, avec le terrain qu'il nous faut faire, c'est pas ça qui donnera une démarche qui fera qu'il deviendra député ou autre chose après. Ce travail de terrain, moi je le trouve passionnant parce qu'il est en relation directe avec les gens, parce que c'est pour eux qu'on est là, c'est avec eux que l'on peut faire, et je crois que c'est là où on a vraiment je dirais quelque part de la satisfaction aussi en retour. Du plaisir, disait tout simplement, le bonheur d'être maire, comme le dit André Comte-Sponville. Exactement, et je pense que si on a bien ces deux éléments-là, et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, il faut être très bien dans son activité de maire et être très bien dans sa vie personnelle pour pouvoir tenir ce type de mandat. Constance de Pélichy, le sens de l'engagement, le sens de votre engagement? Je dirais pour commencer que je suis une mère heureuse. Et je trouve que c'est important de le dire parce qu'au cours de ces derniers congrès, on a ressenti beaucoup de désarroi, beaucoup de peine, beaucoup de colère aussi, et que c'était un petit peu au cœur du questionnement sur le réengagement ou pas des maires. Et je suis une mère heureuse parce que j'ai eu la chance de vivre une aventure humaine totalement extraordinaire. Une aventure humaine tout d'abord avec l'équipe d'élus qui m'a entourée et qui m'a soutenue dans nos différents projets, y compris les plus fous. Une équipe d'agents municipaux d'un investissement remarquable. Et je tiens à le souligner aujourd'hui quand on entend trop souvent la fonction publique être décriée. Et puis une aventure humaine, parfois presque charnelle, en tout cas très souvent amicale, avec nos administrés, avec nos citoyens qui finalement, quand on donne du sens à notre engagement, savent aussi très bien nous le rendre. Sophie Charles, très rapidement, il nous reste une phrase, une minute. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il y a des maires qui hésitent à se représenter, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Oui, allez-y, c'est beau. Je crois qu'on est profondément humain, qu'on aime les gens et que c'est là que ça se joue. C'est chacun, même si Michel et la fonction de maire sont deux personnes différentes, mais elles ont ce caractère-là d'aimer les gens, d'échanger avec les gens et de vouloir faire ensemble. Et je crois que c'est ça le message qu'il faut porter. Si on a envie de faire quelque chose avec les gens et de faire ensemble, d'avoir cet avenir commun, eh bien, il faut y aller. Mohamed Yabali, une phrase, le sens de l'engagement. Je partage ce qu'elle vient de dire, il faut aimer les gens, il faut aimer sa ville. Après, je ne sais pas si c'est suffisant face aux contraintes que ça apporte. Et je dirais qu'il faut aimer faire. Donc moi, je suis maire et je suis heureux d'être maire parce que je fais avec les autres, je fais pour les autres, je fais pour moi-même et je fais pour la ville. Donc je pense que faire, c'est un moteur dans cette action citoyenne. Merci, merci beaucoup, merci à tous d'avoir été avec nous pour ce débat. On peut les applaudir effectivement, tous ces maires engagés. Merci de nous avoir fait part de votre expérience, de votre engagement, de nous avoir montré le sens de votre engagement au service de vos concitoyens et au service de la République aussi. Merci.